Bonjour Claude Gutmann, merci de nous recevoir pour cet entretien. Vous venez de publier chez Gallimard Le Cosaque de la rue Garibaldi. Alors, tout de suite, une première question. Pourquoi ne pas avoir écrit plus tôt sur cet épisode précis de votre enfance? Oh, mais j'ai écrit plus tôt. Euh, Ça fait partie de 5 ou 6 bouquins que j'ai écrits sur ma famille, c'est-à-dire les livres autobiographiques et non romanesques. Et celui-là, c'est le dernier de la série avec mon grand-père comme personnage central, c'est-à-dire un personnage que j'avais complètement oublié, enfin, que j'avais mis de côté, comme toute la famille. Moi, mon grand-père, en gros, c'était la, la partie la moins intéressante de toute la famille. Voilà. Et donc, Hein. je suis parti sur mon grand-père, soi-disant cosaque. Alors, votre grand-père, c'est le personnage central du livre, un personnage qui apparemment dans ce livre est très important pour vous, hein, puisque vous le marquez, mais qui s'efface en fait par rapport aux membres de la famille. En fait, il n'est pas considéré comme très important. Alors, au fond, que représentait ce Cosaque pour vous? C'est en gros, dans la famille, c'est la 5e roue du carrosse. C'est même pas une roue, c'est même pas une roue de secours. Il était considéré comme rien. Ouais. Parce que, donc ça c'est la famille maternelle, où j'ai une grand-mère assimilée, qui a le certificat en 1912, donc une femme qui a le certificat d'études en 1912, c'est, bon, ça pose. Ouais. Euh, et mon grand-père était boucher, immigré clandestin, voilà, donc qui est arrivé en France dans les années 20 sous les roues, sous les wagons, sous un wagon de chemin de fer. Et bon, il y avait une légende comme ça sur mon grand-père, qui parlait assez peu, qui parlait que yiddish, alors que ma grand-mère, vraiment, c'était l'horreur, qui parlait à ses enfants yiddish. Donc toute ma famille parlait yiddish, et tout le monde faisait comme s'ils ne parlaient pas yiddish. Ils étaient tous français. Mm. Et mon grand-père, il disait rien. Et puis je me suis aperçu avec les années qu'en fait, j'ai une vie extrêmement bousculée, enfin bon, c'est une catastrophe, que la seule personne qui m'a recueilli, hein, puisque moi je suis né en Palestine, je suis venu en France, on m'a interdit de parler l'hébreu, donc j'ai dû parler que français, et chose très étonnante, les premiers mots que j'ai entendus en français, en fait c'était du yiddish, mais je ne le savais pas. Ça veut dire que je suis arrivé, mon grand-père m'a dit Kim, mon fils, et pour moi c'était du français. Mais bon, c'était du yiddish. Et petit à petit, ce grand-père a occupé une place extrêmement importante parce que il était là. Mm. Et ça suffisait. Et c'était la montée même. Et donc moi, pendant des années et des années, j'ai considéré que c'était vraiment le dernier des derniers, machin et tout. Et puis, pas du tout. Pas du tout. Ouais, parce que vous faisiez pas mal de choses avec lui. Vous alliez à la cave chercher le charbon. Ouais, non, mais des trucs. toutes petites choses. J'ai fait des toutes petites choses avec lui, mais tellement importantes. Ouais. Et puis, je sais pas, il y avait. C'est quelqu'un qui a été humilié, et je voulais lui rendre justice, parce qu'il n'y avait aucune raison d'humilier cet homme, qui était vraiment quelqu'un de bien. Ouais. Et en fait, vous êtes tourné plus vers lui que vers votre grand-mère, en fait. Ma grand-mère, c'était bon, elle m'a. Le couple m'a sauvé. Oui. Ils m'ont recueilli, ils m'ont sauvé, ils m'ont donné de l'argent, ils m'ont recueilli, ils m'ont rechopé chez mon père, c'était la guerre toujours, tout le temps. Et puis il y a eu un moment de calme où j'ai dit à mon père, bon, au revoir, merci, je vais chez moi. Je vais donc chez grand-mère, mais je n'allais pas chez grand-père, j'allais chez grand-mère. Et donc c'était rendre son honorabilité à cet homme qui était vraiment un petit bonhomme qui ne payait pas de mine, et qui a dû bosser jusqu'à 75 ans, plus même, et personne s'en occupait. C'était vraiment considéré vraiment comme rien. Donc, donc ce livre, et en même temps, c'est essayer de faire revivre ce que lui a vécu. C'est-à-dire, il y a ce qu'on m'a raconté de lui, il y a ce que lui m'a raconté, et puis il y a ce que moi j'ai vécu avec lui. Voilà. En gros, les trois parties de.
Alors, ce qui était étonnant, c'est qu'il y a une tante, je crois, c'est Henriette. Pierrette. Henriette, C'est celle qui voulait plus rien savoir Ben du oui, mais Yiddish qui. ça c'est tout. Alors ça c'est tout le problème du trauma de la guerre, Ouais. c'est-à-dire que tous ces enfants et mon grand-père aussi et ma grand-mère. Bon, mon grand-père et ma grand-mère sont des gens qui sont restés en gros à Paris pendant la guerre. Mes oncles et mes tantes, donc leurs enfants et ma mère, sont en gros des enfants cachés, mais cachés à Paris. Donc toute cette génération, c'est une génération qui a subi le trauma de la guerre, et donc après chacun fait comme il peut. Ouais, ouais. Donc la tante Henriette, elle a décidé qu'elle n'était pas juive. Ouais. Bon, elle a porté l'étoile, bon, elle est juive, elle parle yiddish, tout, mais elle fait comme si, ouais. Non. Mais en même temps, moi, elle m'interdit d'être qui je suis. Ça, c'est la chose certainement la plus importante pour moi. Moi, je ne peux pas dire qui je suis puisque je n'ai pas le droit de parler. Ouais. Donc, ça a été assez dur. Ah bah oui. Vous avez été arraché d'Israël très jeune et ce fut vécu comme une frustration et un déracinement. C'est comme ça que je l'ai moi perçu. Ouais, ça a été un arrachement, c'est pas un déracinement, c'est un arrachement. C'est-à-dire que un jour mon père m'a chopé et puis il m'a dit bon, on part en France. Moi j'ai rien demandé, j'étais dans mon kibbutz tranquille avec mes copains. J'avais ma mère et puis du jour au lendemain, j'ai plus vu ma mère. Ouais. C'est dur. Bien sûr. Et on m'a fait croire que ma mère allait revenir. Mmh. Et donc je n'ai revu ma mère que 6 ans après. Donc essayez d'imaginer un gamin de 5 ans et demi où le temps, bon, demain c'est demain, enfin, c'est une catastrophe. Et alors quels furent après vos rapports avec Israël? Y êtes-vous retourné? Ouais. Vous avez réappris l'hébreu? Non, l'hébreu est revenu il y a une dizaine d'années, en gros vers 55 ans. Mon père m'a absolument interdit l'hébreu. Après, j'ai été mis dans les maisons d'enfants juives de Lausée, où il y avait des cours d'hébreu. Donc, j'assistais à des cours d'hébreu, d'une langue que je parlais couramment, et je ne comprenais rien, ce qui est terrifiant. Et c'est terrifiant, c'est-à-dire que j'avais oublié totalement l'hébreu. Totalement. Interdit. Et puis, vers 55 ans, un jour, je me réveille comme ça, puis je dis à ma femme, écoute, tu te biles pas, je suis en train de parler hébreu, je vais te parler hébreu, je ne sais absolument pas ce que je te dis, mais c'est de l'hébreu. D'accord. Et petit à petit, les mots reviennent. Petit à petit. C'est marrant ça. Je ne sais pas si c'est marrant, mais c'est très bien. Oui. Votre enfance, en lisant votre ouvrage, n'a guère été simple. Avez-vous eu du ressentiment plus tard à l'égard de vos parents ou au contraire une forme de mansuétude? Ils faisaient comme ils pouvaient et après, quel regard avez-vous conservé sur toutes ces années? Qu'est-ce qui vous en reste? Il y a beaucoup de questions, désolé. Il m'en reste plein, c'est-à-dire que mon père a une vie épouvantable, il m'a fait vivre une vie épouvantable. Donc lui, c'est un enfant battu certainement, c'était pas une raison pour me battre. Il sauvait sa peau tout le temps. Oui. Donc il était en guerre après la guerre. C'est d'ailleurs le sujet du livre, c'est-à-dire en gros, on m'a fait vivre une guerre imaginaire alors qu'on aurait dû me protéger en disant bon, ça va, la guerre elle est finie, toi tu risques rien. Moi j'ai vécu une guerre fantasmatique et des peurs fantasmatiques de mort, de nazis, de machin, des choses épouvantables, alors que rien du tout. Et donc mon père, c'était quelqu'un d'extrêmement violent, imprévisible, mais tout en étant prévisible. Et donc, c'est va-t'en, viens, au revoir, merci. Je ne savais jamais ce qui m'attendait. Donc, ça a été très compliqué. Ma mère, c'était quelqu'un de... J'ai eu une mère imaginaire, elle était extraordinaire, formidable, mais elle n'était pas là. Donc, voilà, mes relations avec mon père ont été très tendues. Puis, je sais pas, j'étais un enfant maltraité. Enfin,
par mon père, et puis ma mère, je sais pas, je l'aime bien, mais bon, comment aimer quelqu'un qui n'est pas là, Ouais, ouais. donc c'est compliqué. Donc, alors Vous avez... ma mère est toujours vivante, Oui. donc je lui téléphone, on se parle. Ouais. Mais je suis retourné en Israël la voir, elle connaît mes enfants, elle connaît ma femme, enfin bon. Ouais. Mais c'est des relations très très étranges. Enfin, Vous avez gardé un ressentiment envers votre père? Vous avez des rapports après un peu adultes plus compliqués, plus... bah après, mon père, Plus difficile. c'est en gros, va ta vie, puis laisse-moi vivre la mienne. Ouais. Et, voilà. Vous avez coupé les ponts un peu. Ouais, j'ai coupé les ponts, et puis bon, voilà. Ouais. Je crois que je ne l'ai pas vu les 6 dernières années de sa vie. Hmm. En disant, bon, Ouais. ça suffit. Ouais. Alors, avec toute cette vie, vous me paraissez très bien. Comment arrive-t-on à se construire avec ce vécu-là? Bah, il faut bien vivre, hein. Oui, mais... Bah, sans doute par l'écriture, sans doute par ce que je pense fondamentalement, c'est que j'ai été aimé par mes parents. Autrement dit, gamin, enfant, d'une part mes parents m'aimaient, ça c'est une certitude. Après leur problème à eux, c'est le problème d'adultes, ils n'avaient qu'à pas m'emmerder avec. Ils m'ont pourri la vie. Ouais. Mais moi j'ai toujours eu une espèce de certitude, bon, que j'étais moi, Ouais. et que j'irais ma vie à moi. Bon, alors ça n'a pas été rigolo tous les jours, mais bon, il faut bien vivre. Enfin, c'est, je sais pas. C'est, Et votre mère, est-ce qu'elle a eu à un moment donné un espèce de revirement, de ressentiment, peut-être d'excuses vis-à-vis de ce qu'elle vous avait fait vivre par son absence? Alors, enfin oui et non. C'est-à-dire ma mère, ma mère se sent coupable, c'est une évidence. Hein, Ouais. y a pas de doute possible. Et à chaque fois qu'on a pu en parler, elle me dit mais tu sais pas comme j'ai souffert. Et alors je lui ai toujours répondu le problème c'est moi qui ai souffert. Je vais pas te plaindre, je vais pas te plaindre de tout de ce que tu as fait. C'est-à-dire que mes parents ont fait la bêtise, enfin la bêtise, l'idiot aussi, c'était très très jeune, hein, mais ça n'excuse rien. De se séparer en me prenant comme otage, c'est-à-dire mon père a dit à ma mère je prends ton fils, en gros, oui. Je l'emmène en France, si tu veux le voir, tu viens en France. Oui, il a voulu la faire souffrir. Oui, oui. Et en même temps il m'a fait souffrir moi. Enfin, oui. Bon, les deux, ils étaient... voilà. Bon, il valait pas plus cher l'un que l'autre dans le même sac, au revoir, merci, j'ai ma vie à moi. Mais quand on est gamin, bon, on ne pense pas comme ça, mais bon, il faut bien vivre. Enfin, oui. Non, mais voilà, moi je suis toujours curieux de savoir comment, après avoir eu cette enfance-là, comment on s'en sort, quoi. Ouais, comme on peut, bien sûr. Non, mais en même temps, j'ai été accueilli par des gens aimants, c'est-à-dire ma grand-mère m'a beaucoup... Enfin, je veux dire, d'une part, elle a été le substitut maternel. Mon grand-père était là et avec vraiment beaucoup de gentillesse. Ils m'ont accueilli, ils m'ont recueilli, ils m'ont nourri. Enfin, je veux dire, ils ont tout fait pour moi. Et puis, je pense que au kibbutz même, j'étais protégé par le groupe d'enfants. C'est-à-dire que dans un kibbutz, on voit peu ses parents. Les parents ne sont pas si importants que ça. À l'époque. Hein. Puisqu'on vit dans un groupe, enfin, ce qui a fait ma cohérence, c'est le groupe qui est maternant et qui est protecteur. Le groupe d'enfants avec qui on vit tous les jours, hein, puisque on voit ses parents 1 heure par jour. Enfin, bon, mes copains, mes copines. Mais ils sont là. Ils sont là. Non, c'est du solide. Alors bon, pour effectivement changer un petit peu de registre, comme on en a parlé, j'ai vu que vous avez beaucoup écrit sur la jeunesse. Et pourquoi alors? Qu'est-ce qui vous a amené à écrire pour la jeunesse? Alors, 2 choses. D'une part, c'est que mon enfance, j'ai plein de choses à dire sur mon enfance. Donc ça sort en
en petits morceaux comme ça. Ouais. Bon. Et d'autre part, c'est mes enfants à moi, c'est-à-dire que mes enfants me disaient Papa, pourquoi tu écris toujours pour les vieux? Pourquoi est-ce que tu n'écris pas pour nous? Et c'est vrai que le premier livre que j'ai écrit pour la jeunesse, je l'ai écrit, c'était pas pensé pour être publié du tout, du tout, du tout. Et j'ai dit à mes gosses, si vous partez en vacances, je vous écris un bouquin. Mm. Et un mois après, j'avais écrit un bouquin pour eux, D'accord. qui s'appelle Touffe de poil, qu'a dû, bon, je leur lis, Ouais. ils se mettent tous à pleurer, tout bon, ça marche. Et puis je le file à un éditeur, Ouais. et c'est un livre qui s'est vendu, je ne sais pas, 500 000 600 000 exemplaires, qui continue à se vendre encore, dont on a tourné des films, et qui est un livre que j'aime bien. Là j'ai rencontré Pef, qui avait fait les illustrations à l'époque où Pef était absolument pas connu. Oui. Enfin bon, coup de chance. Incroyable. Ouais. Enfin bon. Et puis après, bon bah, puis j'aime bien écrire pour les gosses parce que je suis pas moralisateur, c'est-à-dire que je peux raconter des choses qui dérangent. Justement, parce que il est question des fois des situations difficiles Oui. que vous entretenez dans vos ouvrages. Alors, question un petit peu sournoise, mais est-ce que c'est le fruit d'une vie passée compliquée qui vous a amené à écrire ces enfants, voilà, ou bien vous estimez que les enfants sont rapidement exposés à des situations compliquées dans notre vie actuelle? Oui, c'était leur dire, la vie c'est pas si simple que ça. Et puis avec, enfin, ce qui est sous-jacent dans toute mon écriture pour les enfants, ça serait méfiez-vous des adultes. Ouais. Ah bah oui, ah bah oui, c'est clair. Voilà ce que... Ouais. Alors, je voulais vous parler des projets, mais je pense que vous avez une myriade de projets sous le pied. Alors non, enfin myriade non. Là je suis en train d'écrire une petite série de bouquins pour enfants. Ouais. Bon, de la vie quotidienne, en gros c'est sur les sentiments, le ressenti des enfants, c'est une chose qui m'intéresse. Et puis l'autre c'est aussi sur des enfants, mais ça j'y peux rien. C'est à partir de la révolte du bagne des enfants de 34 à Belle-Île-en-Mer, et suivre un de ces gamins pendant la guerre à Hesse, qui a été la prison sous Vichy, où on a mis 1200 prisonniers politiques français, et qu'on a livrés ensuite au SS, et qui sont tous partis à Dachau, dont Charpak par exemple, il faisait partie de cette prison. Voilà, je suis en train de bosser là-dessus. D'accord, ok. Et alors, justement, je pensais à ces ouvrages concernant les problèmes des enfants. Comment vous travaillez? Parce que, bon, bien sûr, vos enfants sont grands, il y a peut-être des petits-enfants, etc. Oui. Et donc, vous parlez à vos petits-enfants pour comprendre comment ils ressentent les choses, ou c'est carrément votre vision à vous que vous... Non, c'est à moi, c'est... je sais pas, une de mes petites filles a découvert qu'elle était juive, elle a 11 ans, elle a découvert, ah bon, je suis juive, donc ça c'est à mes enfants de faire la transmission. Voilà, bon, mais mon problème par rapport au judaïsme, ou à la judéité, tout ce que vous voulez, appelez ça comme vous voulez, pour moi, c'en est pas un. C'est-à-dire que quand vous êtes né en Palestine, ou après que vous avez vécu en Israël, vous êtes juif, où est le problème? Enfin, il n'y en a pas. Alors, mon grand-père il était comme ça, bon, il venait de son shtetl en Pologne, il arrive en France, bon, il est juif, bon, et alors, oui, où est le problème? Là-bas. Et bon, en gros, c'est ce qui nous rassemble, c'est ouais, bon, je suis juif, ouais, et alors? Ouais. Est-ce que vous avez souffert, enfin j'ai une petite idée sur la réponse, mais de l'héritage, en fin de compte, des générations qui ont vécu la guerre et qui ont traumatisé les générations suivantes?
bah, Par leurs souvenirs, par leur ouais, vécu. mais pas seulement par leurs souvenirs, c'est-à-dire bon, en même temps, parce que ça remonte même à beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on est porteur en gros de toute l'histoire familiale, Ouais. d'accord, bon, qui passe alors soit par les récits, soit par rien du tout, on ne sait pas. Je suis aussi porteur des pogroms, Ouais. mais bon, mais parce que ça, c'est mes autres grands-parents dont je parle pas parce que je les ai jamais connus et qui ont été déportés. Quand mon père me racontait l'histoire de son père, donc mon grand-père à moi, une de ses femmes a été embrochée pendant un pogrom. Bon, un de ses gosses est mort. Enfin bon, je porte tout ça. Ouais. Alors consciemment, par les récits qu'on m'a racontés. Ouais. Et puis moi, on m'a fait vivre la guerre, donc la dernière, en me racontant des histoires. Donc ça a peuplé mes cauchemars, mes nuits, mes machins. Enfin bon. Ouais. Et en même temps, je crois qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. C'est-à-dire que eux, après-guerre, ils étaient dans la guerre encore. Ah bah oui. Bon. Et donc tout ce qu'ils me racontaient, donc c'était des trucs à foutre les jetons. Enfin, c'est bon. Et donc il fallait pas que je sorte là parce qu'on ne sait jamais, machin. Et donc c'était une horreur pour de vrai. Et puis quand vous êtes dans des maisons d'enfants juifs, on vous raconte que, bon, alors les nazis, alors il y a des nazis partout. Après, vous êtes chez les communistes, on vous dit halte au nazisme, le fascisme arrive. Enfin, non, mais bon, il y a de quoi rendre fou. Bon, c'était un peu dur. Ouais. Bon, ben merci beaucoup, Claude Gutmann. Je vous en prie.